Alors du coup, le réchauffement climatique, alors qu'est-ce que c'est? On est ici sur une petite planche assez ludique. Donc pour comprendre les choses, l'énergie solaire qui frappe notre planète, c'est ce qui fait qu'on se sent bien parce que justement les rayons infrarouges que la planète, étant un corps céleste, rejette, bah, c'est à peu près 95% qui vont rester pendant que 5% vont dans l'espace. Donc du coup, pourquoi est-ce que ces rayons infrarouges liés à l'énergie planétaire restent sur Terre et nous permet d'avoir bien chaud, à une température d'environ 14-15 degrés? Eh bien c'est les gaz à effet de serre, hein, naturellement ils sont présents dans l'atmosphère, donc c'est avant tout la vapeur d'eau, 96% des gaz à effet de serre c'est de la vapeur d'eau. Et puis ensuite, on a effectivement le CO2, le protoxyde d'azote, le méthane, d'autres gaz que l'on connaît bien. Et le problème, c'est que nous, on a tendance à augmenter très très fortement ces taux de gaz à effet de serre, notamment le CO2, le plus connu d'entre eux. Or, le CO2, c'est un gaz extrêmement puissant qui rend en fait opaque l'atmosphère et qui piège davantage justement ces rayons infrarouges qui ne peuvent plus passer de l'autre côté. Le méthane et le protoxyde d'azote étant encore supérieurs en termes d'efficacité, hein. Pour le cas du méthane, c'est 25 fois supérieur au CO2. Et puis pour le cas du protoxyde d'azote, c'est 250 fois supérieur au CO2. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on ne se retrouve plus avec 5% des rayons infrarouges qui s'échappent de la planète, mais seulement 3 ou 4, et on en garde 1 ou 2 désormais de plus sur notre planète. Donc en fait, on a gagné 1,1 degré depuis 1850, depuis le moment où en fait on estime on serait dans quelque chose que certains scientifiques appellent l'Anthropocène, la période géologique durant laquelle les activités de l'homme et les infrastructures de l'homme pèsent plus lourd encore que la nature et ont plus d'influence encore que les activités naturelles. Alors du coup, ce réchauffement climatique, il implique de gros changements climatiques, hein. On parle de réchauffement climatique, on devrait plutôt parler de réchauffement global ou réchauffement ou augmentation des températures globales, donc à l'échelle planétaire, hein. Et ça a comme conséquence un changement climatique. Alors si on regarde ici cette carte, ce qu'on fait en fait avec les cinquièmes, hein, par exemple, des choses très très simples à comprendre, c'est que on va avoir de plus en plus, alors pas forcément de plus en plus d'ailleurs de tempêtes, de cyclones et autres, mais par contre, c'est les effets dévastateurs de ces cyclones qui vont se multiplier. Donc ça veut dire qu'on aura davantage de cyclones sur des catégories 4, 5, voire on parle même d'une échelle qui irait jusqu'à 6 pour certains, et ils vont remonter plus haut encore, comme on a vu avec le cyclone Ida par exemple à New York, ou encore Yann en Floride. Et puis vous avez des endroits où il ne pleut jamais d'habitude, par exemple ici en Sibérie, nord de la Russie, où généralement, comme ce sont des zones gelées, il y a très très peu de pluie, voire là où il y a de la banquise, il n'y a pas de pluie parce que tout simplement il n'y a pas d'évaporation. Et bien là, on estime que dans les années à venir, et ça a déjà commencé, on va avoir des alternances de périodes extrêmement sèches qui succèdent des périodes pluvieuses. Donc du coup, on se retrouverait avec des climats complètement changés ici ou là dans le nord du Canada. Et puis, vous allez avoir aussi la fonte des glaciers, bien évidemment, hein. C'est le cas ici pour le cas en Scandinavie ou encore dans les Alpes françaises ou en Himalaya. Et la fonte des glaciers, c'est une catastrophe puisque ça veut dire des fleuves qui vont disparaître, ça veut dire des gens qui vont subir le manque d'eau, et à l'inverse, une montée du niveau des océans, bien évidemment. Et puis, c'est l'avancée du désert, c'est la déforestation qui se poursuit un peu partout. Bref, on a des tas et des tas de phénomènes, de conséquences liées à ce changement climatique qui sont désastreuses. Si on prend juste par exemple le pergélisol de cette zone-là, ou même du Nord Canada, le pergélisol aussi appelé permafrost, hein, c'est le moment où c'est le lieu où le sol est gelé en permanence. Si il ne l'est plus, eh bien, les bactéries qui sont contenues dans ces sous-sols commencent à relâcher énormément de quantité de méthane. Ce méthane se retrouvant dans l'atmosphère réchauffe davantage le climat. Rappelez-vous, hein, le méthane c'est un gaz extrêmement puissant. Et donc la conséquence, ça veut dire davantage encore de réchauffement climatique. Et qui dit réchauffement climatique dit encore plus de zones de pergélisol qui fondent et encore plus de méthane et ainsi de suite. Ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, qui n'a rien de positif en vrai, mais en fait c'est le mouvement positif qui ne s'arrête jamais, qui est repris ici dans l'expression. Donc si on cherche un peu les causes de ce réchauffement climatique,
La production d'énergie, c'est un quart de ces gaz à effet de serre, notamment ici lié au CO2, et l'industrie, 20%. Bien évidemment, souvent on se dit, bah, alors donc du coup, je ne suis pas responsable de ça. Là, si, parce que nous, on consomme toute cette énergie et on consomme tous les biens qui sont produits par l'industrie, biens alimentaires, biens des objets de tout genre. Bref, tout ce que l'on consomme, c'est ça, hein, d'accord? Mais c'est également tout le reste. D'accord? Si on veut vraiment agir, par exemple, sur le climat, il faut bien penser que la forêt qui disparaît, 17% des gaz à effet de serre, c'est de la déforestation. La déforestation, elle est avant tout liée, rappelez-vous, à la mise en culture de la forêt. C'est-à-dire qu'on a rasé la forêt, on l'a brûlée la plupart du temps en plus, donc on a envoyé des gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour y mettre à la place des cultures de soja, par exemple, cette culture ultra protéinée pour les animaux du monde entier, d'élevage, hein, j'entends, que l'on va envoyer ensuite par transport, par navire, je veux dire, un peu partout dans les pays du monde, les pays riches surtout, là où en tous les cas on mange de la viande, y compris en Chine désormais, hein, qui mange de plus en plus de viande. On a une multiplication par 5 de la consommation de viande dans le monde depuis 100 ans. Ben en fait, voilà, nos forêts, elles sont liées à la consommation de viande. Et puis, tout simplement, hein, des fois, à la place de faire de la culture de soja, on va y mettre aussi simplement des bœufs qui vont paître, et puis on va les manger par la suite. L'agriculture, ben, c'est aussi ce dont on parlait, hein, c'est l'élevage. L'agriculture, c'est aussi les engrais chimiques, les pesticides et autres. Les engrais chimiques, c'est essentiellement des engrais faits à base de gaz qui vont relâcher par la suite ce qu'on appelle du protoxyde d'azote. C'est aussi l'élevage avec beaucoup de méthane rejeté par les paix et les rots, surtout des bœufs. Hein, le méthane, c'est des bœufs, c'est pas quelque chose à prendre juste à la légère. Hein. Il y a tellement de vaches sur Terre, on a plus de, enfin, selon les chiffres que j'ai trouvés, entre 1,5 milliard et 2 milliards de bœufs dans le monde, bœufs ou vaches, peu importe, mais qui rotent et pètent du méthane. Et là, pour le coup, rappelez-vous, hein, toujours 25 fois supérieur au CO2. Et dans le transport, ben, n'oublions pas qu'un tiers de ce qui est transporté, c'est ce qui se mange, et surtout, soit de la viande, soit des produits liés à la consommation de la viande. Donc en fait, quand on me dit souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour le climat, ben, plein de choses. Déjà, arrêter de consommer ou diminuer très fortement la consommation, hein, la diviser par 4, ça serait bien, consommation de tout, j'entends, mais également, pour le cas ici de ces trois-là, c'est quand même pas rien, 13%, 13%, 17%, il va falloir penser à un moment donné à arrêter de bouffer de la viande, quoi. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Arrêter, ou en tous les cas diminuer très drastiquement. La consommation de viande égale déforestation, égale énormément de gaz à effet de serre dans l'agriculture par les engrais chimiques, par exemple, ou par les bœufs qui rotent et pètent. Et puis les transports également, d'accord? Dans les transports, j'ajoute une petite chose, c'est 4% pour les voitures, c'est également, selon les études, hein, on l'avait déjà vu précédemment, 3-4% pour l'avion, 4% pour les bateaux. Bon voilà, on arrive très rapidement à nos 13%, 14% selon les études aussi, 15% selon les études, on est à 33% pour le cas de la France pour les transports. D'accord? Le reste, bon, je vous laisse lire. Alors ça c'est la... Pour revenir sur cette histoire de CO2, vous allez comprendre que du coup, on est quand même un petit peu mal barré, que les 1,5 degrés que l'on ne doit surtout pas dépasser, c'est embarqué. C'est bon, on est déjà dedans. Alors ça, c'est le GIEC hein, qui vous propose ça. Ça a été repris et refait par Jean Covici, mais c'est d'après les études du GIEC. Et là, vous avez les différents scénarios qui ont été proposés par le GIEC. Là, vous avez la tendance historique, plus ou moins précise. Et puis en fait, nous, on en est là. Et on remarque une chose, c'est que quoi que l'on fasse, même si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre demain, donc on arrête tout, on arrête de vivre, voilà, ça continue d'augmenter. Quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario envisagé, ça monte. Ça monte, et quoi qu'il arrive, en 2050, on arrive à peu près à 2,5 degrés en plus depuis 1850. Et la raison, elle est simple, c'est que le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, il y reste. Le CO2 en plus on en envoyait beaucoup, hein, rappelez-vous, on était passé de 280, on va dire 280 ppm par million, d'accord? Donc en gros c'est des molécules de carbone sur 1 million de molécules, il y en a environ 280 pardon, ça c'était au début du siècle. On est maintenant à 420 bientôt, là. Enfin, on y est, 420 particules par million, donc on a vraiment augmenté le nombre de molécules de carbone dans l'atmosphère, et le problème c'est que ça ne commencera à baisser que vers 2050, parce que le CO2, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il y reste pendant un certain temps, et il faut que vous imaginez qu'au bout de 10 000 ans, il en reste entre 10 et 20% encore de ce que l'on a envoyé là-haut. Et ce qui se passe ici, ce que l'on reçoit actuellement comme message du climat, hein, les sécheresses, les canicules, etc.,
c'est lié aux émissions passées. Donc grosso modo, ce sont les émissions générées par moi il y a 20-25 ans ou par mes parents il y a 50 ans. D'accord? C'est ce qu'on appelle une inertie climatique. Mais malgré tout, la bonne nouvelle c'est que ça peut baisser. Ça va mettre du temps, mais ça peut baisser. Mais comme le carbone est encore présent dans l'atmosphère, au moins 100 ans plus tard, il y en a encore au moins 50% de ce qu'on a émis, et puis 10 000 ans plus tard, il y en a encore 10-20%, bah vous comprenez bien que ça met énormément de temps à être épuré, surtout si on s'amuse à déforester, donc c'est-à-dire à détruire les puits de carbone. Le pire des scénarios du GIEC qui nous amène là-haut, 7 degrés, bon ça n'arrivera jamais au bout du compte, à part si les bombes climatiques se multiplient, à part si les boucles de rétroaction positive, il y en a au moins 15 possibles dans le monde, s'accentuent et que nous on génère des petites qui génèrent des moyennes qui génèrent des grosses. Mais globalement le GIEC est plutôt ici sur ces scénarios-là, qui nous amènent tout de même à 4 degrés. Donc 4 degrés, c'est quelque chose de totalement différent de la vie que l'on a actuellement. D'accord ? Alors pourquoi? Parce que regardez, il a fallu par exemple, là, donc du coup vous avez depuis moins 20 000 jusqu'à 0, 0 c'est notre époque en fait, hein, finalement, vous avez donc du coup cette période-là qui m'intéresse en tout premier lieu, environ 12 000 ans d'histoire, qui nous sépare de l'ère glaciaire. Autrement dit, là vous avez vu, vers moins 20 000 ans, on était à moins 3, moins 3,5 degrés à peu près par rapport à de nos jours. Et 12 000 ans plus tard, on entre dans une période extrêmement stable, et ce qui est super, c'est la période de l'Holocène, c'est qu'un climat stable, il vous permet d'arrêter, de ne plus être obligé en tous les cas d'aller chasser, cueillir, etc. Vous pouvez vous installer, faire de l'agriculture, construire des villes, vous adapter à un milieu, tout simplement parce que le climat est plus ou moins toujours le même, les saisons sont plus ou moins respectées. Et puis vous avez vu qu'on était reparti pour une ère glaciaire, c'est cyclique, c'est normal. Et nous, ce que l'on fait, c'est accélération tout à coup. Et en fait, si nos mesures, elles, nous amènent actuellement à nous dire on est à peu près à 1 degré au-dessus de ce qu'il faudrait, on est même à 1,1, et bien en fait les projections, elles sont véritablement flippantes, puisqu'elles nous amènent jusqu'à environ 3 degrés d'ici 2100 dans un des meilleurs scénarios. Ou un scénario plausible. Mais en 100 ans, on n'a pas le temps de s'adapter. Vous vous rendez compte que les climats, la biodiversité, donc ça veut dire la végétation, les animaux, tout ce que vous voulez, ont mis 12 000 ans à s'adapter à un climat qui est devenu stable au moment de l'Holocène. De nos jours, on parle alors d'anthropocène et de changement radical de climat. En seulement 100 ans, 3 degrés, la nature n'a pas le temps de s'adapter. Et nous non plus, du coup, puisque nous sommes dépendants de cette nature. Et ce qu'on appelle la nature, c'est quelque chose que l'homme a créé, hein, Philippe Descola le dit bien, c'est avant tout la biodiversité dont on a besoin. On n'est pas nous et il y a l'environnement autour, on est l'environnement, on fait partie de cet environnement, on fait partie de cette biodiversité. Et la biodiversité, imaginons que les abeilles ne s'adaptent pas, eh bien on ne pollinise plus, on meurt. Si les plantes que l'on mange ne s'adaptent pas, du coup on n'a pas à manger, on meurt également. On parle que de 100 ans. 100 ans à l'échelle de la nature, c'est rien. Rien du tout. Et justement, quand on va aller plus loin et qu'on essaye de comprendre ce que ça veut dire plus 3, plus 4, plus 5 degrés, on ne comprend pas bien parce qu'on se dit, oh, après tout, certains pensent que c'est encore des histoires de température, je vais rajouter un pull ou en enlever un, je vais me balader en t-shirt toute l'année, finalement ce sera pas trop mal. C'est pas ça que ça veut dire. Si on prend l'exemple ici de l'ère glaciaire dont je vous parlais tout à l'heure, il faut qu'on imagine alors qu'il y a près de 15 000 ans, on était avec de la toundra en région parisienne, 1 km de glace en Angleterre, en Irlande, jusqu'en Scandinavie, on atteint 2500 mètres de glace ici en Norvège et en Suède, 2,5 km de glace, je peux vous imaginer ce que ça veut dire. Et puis quand on est en Espagne, on a de la steppe. D'accord? Donc on retrouve la Sibérie et le nord du Canada en Espagne et à Paris. Et on retrouve le Groenland en Angleterre. Le niveau de la mer est 120 mètres plus bas, puisque forcément cette glace, c'était de l'eau au départ. Désormais, elle repose sur de la terre. Donc on pouvait passer de l'autre côté de la Manche sans problème à pied. D'accord? Donc on est sur un monde totalement différent. Or, on ne parle que de 3 à 4 degrés de différence. 5 au maximum de l'ère glaciaire. D'accord?
Là, imaginez-vous que nous, on vous propose 3, 4 degrés au-dessus de 0 depuis 1850, en seulement 100 ans. Je laisse imaginer la déstabilisation impressionnante que ça engendre. Donc, ça donne quoi? Alors, je vais vous donner une petite série de faits qui ont existé et qu'on a déjà oublié parce que c'est le problème avec le réchauffement climatique, c'est que c'est pas quelque chose que l'on garde en tête. On se dit, ah, il s'est passé ça, oui, mais enfin bon, après, on vit notre vie et on oublie tout. Et surtout, beaucoup de gens pensent encore que, ouais, bon, est-ce que c'est vraiment lié au réchauffement climatique? Il y a toujours eu des incendies, il y a toujours eu des sécheresses, etc. Oui, regardez par exemple ici, c'était en 2021, donc c'était seulement l'an dernier, on a déjà oublié que, alors que nous, on avait un peu froid, on disait qu'il y avait la goutte froide, qu'il y avait de l'eau, il y a eu justement des inondations terribles en Allemagne et en Belgique. Pendant ce temps-là, à Athènes, ça cramait au même moment, d'accord, avec des installations touristiques. Perdu pour le coup, avec des nécessités d'acheter des canadaires, de faire en sorte de bénéficier de l'aide des Français et autres, pendant que nous, ça cramait également du côté du sud-est de la France. Et donc, on achète des bombardiers. Un bombardier, c'est 120 millions de dollars. Donc, vous imaginez que c'est pareil, une flotte de bombardiers avec 4 avions pour le coup. Derrière, les feux de forêt, j'ai pris un exemple l'an dernier, le 20 août 2021, d'accord? Donc, le 20 août 2021, tous les points rouges que vous voyez, ce sont des incendies. D'accord? Une journée. Et ça ne s'arrête pas en une journée, je vous rassure. Enfin, en gros, ça veut dire que toute l'année, on a à peu près ça, et même dans des endroits totalement inouïs. Canada, Sibérie. En Sibérie, ça fait quand même près de 5-6 ans que ça brûle, hein, sans arrêt maintenant. C'est de la tourbe, donc du coup, en fait, ça s'alimente sans arrêt. Au Canada, rappelez-vous aussi, pourquoi pas, hein, du village de Lytton, qui avait atteint 50 degrés, d'accord, sur la côte nord-est, au Canada. 50 degrés, 90% du village brûlé, d'accord, 10 000 habitants évacués, bon, c'est pas rien quoi. On avance, alors ça c'est pour cette année, hein, d'accord, on est en 2022. J'ai pris cet exemple-là parce que vous vous rappelez, ça a suscité quand même pas mal de polémiques. On se disait, punaise, c'est en train de cramer partout, il y a la sécheresse, la canicule, il y a des gens qui se gavent. Et il y a eu le débat ensuite sur les jets privés. Là, vous avez tous les voyages de Messi juste sur 2 mois d'été. Et pendant que monsieur voyageait, nous, on en était à des catastrophes un peu partout. Rappelez-vous, on a dit que la Loire, il n'y avait plus trop d'eau. 11 000 décès liés à la canicule cet été, juillet, août. Rappelez-vous que pour 2003, c'était entre 15 000 et 19 000 en fonction des différentes études. Des feux un peu partout, y compris en Bretagne par exemple. Ça, c'était totalement inattendu. Et puis, à l'inverse, des inondations, comme dans le Kentucky ici, où on parle de 25 morts. On en a très peu parlé, mais il y a eu plus de 4 inondations dans le Kentucky en 2022. Si je vais plus loin, on a eu des réactions de pas mal de gens qui disaient, bon bah oui, il y a des sécheresses, des canicules, mais on connaît. Regardez, en 76, il s'était passé la même chose. 76, 2022. 76, 2022. D'accord? Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose? C'est pas tout à fait pareil, hein. Là, on a du coup les températures, les anomalies qui ont été relevées. On a du rouge, certes, mais plus c'est rouge, plus ça veut dire qu'on est sur des températures bien plus élevées que la normale étant le zéro. On a quasiment que du rouge en 2022. Et ça ne concerne du coup pas que la France, vous avez remarqué, hein. C'est quasiment partout. D'accord? Et le problème, c'est que si on regarde les autres années, 2021, 2020, 2019, 2018, tout ce que vous voulez, c'est pareil. Depuis 2016, c'est quasiment tout le temps comme ça. Donc ça s'accélère. Et c'est ce qui était prévu par le GIEC. Alors ça veut dire quoi? Toujours la même chose hein, pour les Californiens par exemple, hein, des feux à ne plus savoir quoi en faire, hein, 6 000 évacués, des pluies diluviennes au Brésil, 94 morts à Petropolis, quasiment autant à Recife quelques temps après. Là on était au début de l'année 2022. Rappelez-vous des températures exceptionnelles en France, hein, 41, 42 dans le nord, 43 ici à Saint-Maur-des-Fossés, y compris même en Bretagne. Des feux à Landiras, des inondations à Oman. À Oman, vous vous rendez compte, le Mans c'est quand même un pays qui est désertique à la base. On se retrouve pareil, il y a 400 morts ici, ça c'était en février je crois en Afrique du Sud. 400 morts parce qu'il est tombé l'équivalent, en 3 heures, l'équivalent de 3 jours de pluie, d'accord, en zone tropicale. Sauf que il pleut jamais comme ça à cet endroit-là. Là en l'occurrence, je crois que c'était au Cap, il me semble, faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était par là-bas. Donc ça pose des problèmes. Rappelez-vous de l'Inde et du Pakistan, hein, 45, 45, 50 à Jacobabad, donc du coup record battu de tous les temps. Partout vous voyez du rouge vif comme ça, on est en train de parler là de record absolu. On verra qu'en plus si on mélange ça avec l'humidité, ça a fait des morts et des morts et des morts. On ne saura jamais parce qu'on est en Inde et au Pakistan, on n'aura pas la possibilité de comptabiliser les morts comme chez nous par un passage à l'hôpital ou autre.
Le pire du pire dans cette affaire, c'est que le Pakistan, après avoir subi du coup cette terrible canicule, s'est retrouvé à subir ces terribles inondations. Là, on est en fin août, début septembre. Alors la mousson, c'est connu au Pakistan et en Inde, ils en ont même besoin. Hein. Au moins pendant 2 mois de l'année, ils se retrouvent avec pas mal de pluie qui leur permet par la suite de développer leur agriculture. Sauf que cette fois-ci, on s'est retrouvé avec des endroits inondés à plus de 2 voire 3 mètres d'eau. Il y a eu un reportage là dernièrement, donc c'était là il y a quelques jours, donc en novembre. 3 mois après, c'est encore inondé. Et quand je dis que c'est inondé, c'est sur toutes ces zones que vous voyez ici en rouge là. Avec certaines zones où vous avez de l'eau à plus de 2-3 mètres de hauteur. Un tiers du pays est inondé. Ça s'est jamais vu. Les infrastructures sont détruites, les cultures sont détruites, des milliers, pardon, excusez-moi, des millions de gens déplacés. Je n'ai pas la statistique exacte. L'Italie du Sud, pareil, un peu comme la vallée de la Roya, il y a ça 2 ans désormais. L'Arabie Saoudite, hein, c'est un pays aussi désertique. Ils ont été inondés 3 fois cette année à différents endroits, hein, mais ce n'est quand même pas des endroits où généralement on est habitué à avoir des inondations. Si on prend le cas de l'Australie, on va prendre juste l'exemple de Sydney et de Brisbane, inondés eux aussi 4 fois cette année à 4 moments différents. Ça a commencé en février. Pour le cas de Sydney, ils ont eu l'une de ces inondations, c'était je crois en avril, non, c'était en février justement, ça a déplacé 250 000 personnes. 250 000 personnes, c'est la population de Rennes. Brisbane, 50 000 personnes déplacées. D'accord? Là où habituellement en février, ils luttent contre les incendies justement. D'accord? Donc quand on vous parle de dérèglement climatique, je trouve que c'est clair. Et là, on l'oublie aussi très souvent, mais l'ouragan Ian du mois de septembre, les habitants de Floride vont s'en souvenir pendant un très long moment. Il faut que vous imaginiez, alors là, vous voyez, on va de 90 jusqu'à 3,65 m, c'est l'onde de tempête. En gros, ils ont pris une vague de 3,65 m à certains endroits comme ici, qui a déferlé sur près de 10-20 km à l'intérieur. D'accord? Donc ça veut dire des vents gigantesques à plus de 200 km/h, accompagnant du coup des pluies terribles, avec en plus un phénomène de marée qui était amplifié notamment par les vents. Donc on s'est retrouvé avec toute une zone comme ça qui subissait un ouragan, pourtant il ne me semble pas de catégorie 5 dans mon souvenir, catégorie 3 vous avez vu essentiellement. Donc on se retrouve finalement avec des catastrophes liées à des événements climatiques extrêmes que l'on ne voyait pas avant, d'accord? Sachant que on est capable de voir ce genre de choses aussi désormais à New York, là où avant c'était plutôt réservé aux climats tropicaux. Je vais revenir un petit peu en arrière désormais. Là ici on est en Sibérie. Donc là en Sibérie habituellement ça crame pas, là ça crame comme je vous l'ai dit tout le temps. Là vous avez une carte ici qui vous montre la Sibérie justement en 2010. Tout ce qui est rouge, c'est là où il fait trop chaud, là où ça flambe, et ça a tellement flambé et il a fait tellement chaud que ça a fait 100 000 morts. Qui en a entendu parler? Personne. 100 000 morts. Pour vous donner une idée, en France, c'était 19 000 morts en 2003, d'après les études hautes. En Europe, 70 000 morts. Eux, donc du coup, 100 000 morts en 2010. D'accord? Donc ils ont gardé l'ensemble de ce qui restait des récoltes de blé, parce que quasiment tout a cramé, pour eux. Ils ne l'ont plus exporté. Et la conséquence, c'est qu'en n'exportant plus leur blé, mais en gardant pour eux, vous avez des tas de pays qui se sont retrouvés sans l'alimentation de base dont ils avaient besoin. Ils étaient dépendants de ces exportations-là. Par exemple, la Tunisie importe une très très grande partie de ses céréales, notamment son blé, c'est près de 90%. Enfin non, c'est 100% pour la Tunisie pour le coup. Elle vit essentiellement du tourisme. Il y avait déjà peu de touristes en 2010 à cause de, enfin 2009, 2010, 2011, à cause de la crise de 2008 justement. Ajoutez à ça le fait que la population se mette un peu en colère parce que mine de rien, ils n'ont plus à bouffer. Rappelez-vous, ça avait commencé avec un homme qui s'était immolé, qui s'appelait Bouazizi, je crois. C'était un jeune étudiant qui se fait confisquer ses légumes qu'il essaie de vendre pour gagner un petit peu d'argent. Et puis finalement, il s'est immolé tellement il était désespéré. Il y a eu plein d'autres gens qui se sont immolés comme ça en montrant leur désespoir face à la réaction de la police. Et puis ça a déclenché de terribles émeutes, puis manifestations. En fait, ce sont des émeutes de la faim à la base. Ce ne sont pas des gens qui voulaient foutre leur dictateur en l'air et qui voulaient de la liberté. Ils voulaient avant tout bouffer. Par la suite, oui, bien évidemment, on en a profité pour réclamer plus de choses. La liberté, un gouvernement responsable qui essaie de faire des choses pour protéger sa population. Et il s'est passé exactement la même chose en Libye, en Égypte, en Syrie, des pays qui étaient eux aussi dépendants notamment des importations de céréales.
Pour la Syrie, si vous ajoutez en plus le fait qu'ils avaient atteint leur pic pétrolier dès 2000, je sais plus combien, c'était 2010 je crois, bah, ça pose des vrais problèmes. On se retrouve avec des pays en fait qui, en plus par effet boule de neige, ayant les mêmes contraintes, liées notamment au fait qu'ils ne reçoivent plus les céréales dont ils ont besoin, bah, ils se révoltent. Ils ne restent pas là en train d'attendre que ça se passe. D'accord? Donc il y a eu des tentatives aussi en Algérie, au Maroc, ça s'est plutôt bien passé. À certains endroits, ça a été révolution. Et puis bah, vous avez des endroits comme ici au Niger, où l'agriculture n'est plus possible, tout simplement. Des paysages comme ça, on en a vu, on connaît depuis toujours. Moi, depuis que je suis petit en géographie, on montre ces zones-là, des zones semi-arides. Mais en fait, ce sont des zones qui désormais sont semi-arides, voire arides, désormais toute l'année. Là où avant on attendait au moins 1, 2, 3 mois de pluie pendant la saison humide, désormais c'est fini, il n'y a plus de saison humide. Donc ce sont des gens qui vont devoir à un moment donné migrer en ville, rejoindre les bidonvilles pour faire autre chose que de l'agriculture et essayer de s'en sortir. Et généralement ça va plutôt mal se passer. Et si ça se passe mal et qu'ils ne s'en sortent pas, ben à un moment donné, comme ceux-là qui par exemple sont obligés de faire la queue pour juste avoir de l'eau, parce que dans les bidonvilles, vous avez au moins 25% en tous les cas des gens dans les villes où il y a des bidonvilles qui ne peuvent pas avoir accès direct à l'eau, donc ils viennent chercher de l'eau au niveau de camions citernes que l'on a amenés. Mais ça fait des gens qui ne vont pas forcément rester s'ils ont les moyens. C'est-à-dire en fait les plus riches d'entre eux malheureusement, s'ils ont les moyens de faire autrement, ils vont faire autrement. Ils vont tenter des choses. Ils vont tenter de partir. La Banque mondiale a sorti un rapport là, il y a 3 ans maintenant, c'est en 2019 je crois. Ils estimaient qu'il y aurait 200 à 500 millions de migrants de plus sur les routes, et notamment forcément aux portes de l'Europe. Alors quand je dis aux portes de l'Europe, c'est pas vraiment aux portes de l'Europe, mais je veux dire, ils sont en Afrique, ils sont en Asie et aux frontières de l'Europe forcément. Donc à un moment donné, si on peut aller chez le voisin voir si ça se passe mieux, mais c'est ce qu'ils vont faire. Le schéma classique, c'est je suis un paysan, je vais en ville. En ville, ça se passe mal, mais ceux qui sont en ville, comme ils voient que ça se passe mal, s'il y en a quelques-uns qui ont les moyens, ils quittent la ville et ils vont aller dans le pays d'à côté, éventuellement ou dans la ville d'à côté. Puis si ça se passe pas très bien, finalement vous allez avoir des gens de ce pays-là qui vont partir aussi. Alors donc, au bout du compte, vous vous rendez compte que des choses comme ça, on connaît déjà. Là, on est en Espagne, par exemple. Alors c'était déjà en juillet 2020 le chaos, parce qu'on a énormément de baisse de niveau d'eau dans les lacs, dans les eaux de surface. Et le problème, c'est que 2021, c'était pas pire, dans tous les cas, pas mieux. Et 2022, c'était pire. C'est-à-dire que là, on a retrouvé des villages engloutis au moment où on avait fait les barrages. Donc c'est de pire en pire pour le coup pour l'Espagne. C'est la même chose ici pour le Portugal. Pour la France, on constate ici des étés records. Et pourtant, ici, on n'était qu'en 2019, dans mon souvenir. Voilà, c'est ça. À l'été 2019, vous remarquez que tout est rouge. Alors ça veut dire extrêmement sec. Et que plus on va vers le vert foncé, on est extrêmement humide. Vert foncé, il n'y en a plus qu'ici, par exemple. Et puis, modérément ou autour de la normale, c'est le cas de la Bretagne. Autrement dit, ça veut dire qu'on n'est plus sur des zones dites humides. C'est soit autour de la normale, soit modérément sec, soit très sec, soit extrêmement sec. C'est cette année-là qu'on s'est retrouvé avec énormément de feux, notamment en Picardie, dans les champs de céréales, etc. Alors ça pose de vrais problèmes parce que les incendies se multiplient, bien évidemment. On a de moins en moins d'eux. Cette année, en 2022, ça a été pire que tout, alors qu'on disait qu'en 2019, c'était déjà pire que tout. Or, des problèmes de chaleur comme ça, ou de sécheresse, on connaît, mais c'est pas le... Mais on connaît mal. On connaît mal pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a chaud ou quand c'est sec, on pense agriculture, il va y avoir des problèmes de production, on pense inconfort, des problèmes de gens qui vont mourir liés à la chaleur. Je vous rappelle, 11 000 morts à peu près pour 2022 par exemple. En 2003, lors de la canicule, on était, selon les calculs, entre 15 et 20 000 personnes mortes, 70 000 en Europe. Si on va plus loin encore, vous avez l'humidex qui nous donne pas du tout de raison de penser que ça va bien se passer partout dans le monde. Je m'explique. Alors on a ici des degrés de température en degrés Celsius, et là des pourcentages d'humidité dans l'air. Alors ce tableau il est terrible parce que si on prend l'exemple assez simple, cette année, par exemple à Toulouse on a eu 38 degrés, l'humidité de l'air, ça allait, c'était environ 30-40%, pas plus, on s'en sortait, on est dans l'inconfort, mais pas plus. Au-delà, imaginons qu'on ait eu par exemple 45 ou 47% d'humidité dans l'air. Là, on était en orange. Orange, ici, ça veut dire humidex compris entre 46 et 53, danger élevé pour la santé. D'accord? On va prendre l'exemple du Pakistan. Le Pakistan, ils étaient au-delà de 42 degrés. Ils ont atteint en 2022, au mois de mai, rappelez-vous,
50 degrés à plusieurs reprises pendant plusieurs heures sur plusieurs journées. D'accord? 50 degrés avec des taux d'humidité qui dépassaient les 48 ou 50, les 25 ou 30%. 25 ou 30% d'humidité sur 50 degrés, imaginez qu'on est au-delà du tableau, bah ça fait des morts. Énormément de morts. On ne le saura jamais, que ce soit au Pakistan ou en Inde, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les modes de calcul que nous on peut avoir, ce ne sont pas des pays qui sont avancés comme nous, qui peuvent connaître parfaitement leur population. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que ces morts-là, c'est pire que pour les inondations. Les inondations, hein, on a compté plusieurs milliers de morts officielles, il y en aura bien plus, puisqu'un tiers du pays est passé sous les eaux. Mais avant, ils ont eu cette terrible canicule et sécheresse qui les ont amenés à avoir des gens qui mouraient simplement de chaud. Alors comment ça se passe? Ben, c'est simple, si vous avez trop d'humidité et trop de chaleur, le cocktail est terrible, c'est l'effet hammam. Vous transpirez parce que vous avez chaud, vous transpirez pour vous refroidir, mais vous ne pouvez plus transpirer à partir du moment où il y a un niveau d'humidité qui est trop important combiné à la chaleur. La conséquence, c'est que vous mourrez d'hyperthermie. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises sur le globe, notamment au Pakistan au mois de mai. C'était déjà arrivé l'an dernier au Pakistan, toujours en Inde et aussi en Arabie Saoudite, dans mon souvenir. Et vous vous retrouvez avec des gens qui meurent parce qu'on dépasse les 40 degrés et on dépasse les 45-50% d'humidité dans l'air. La conséquence, ça veut dire que c'est beaucoup de régions qui, dans les années à venir, devraient être inhabitables. Là, par exemple, pour le cas du Pakistan, pendant 3 jours, sur plusieurs heures, ils se sont retrouvés avec totale impossibilité de vivre dehors sans aller dans un magasin ou se réfugier dans un endroit qui est plus agréable, type climatisé. Tout ce que vous voyez en rouge ici, voilà, entre 250 et 350 jours inhabitables par an à cause de ces questions de chaleur, dans un scénario, dans le scénario du pire, hein, le scénario où en 2100 on serait à 4 degrés au-dessus des normales, au-dessus en tous les cas de ce qu'on a fait en 1850. 4 degrés au-dessus, ça veut dire un gros problème pour cette partie-là, celle-ci et celle-là. Je vous rappelle que ici, hein, vous avez environ 2 milliards d'habitants. D'accord? 2 milliards d'habitants. Ici, pas encore tout de suite, mais vous en aurez probablement 1 milliard d'ici peu. D'accord? Et là, on a un tout petit problème, c'est que tout le monde est sur la côte à cet endroit-là, et puis on a en Amérique centrale également. Au niveau de la glace, alors c'est assez simple à comprendre. On sait que le niveau de l'océan va augmenter très fortement. Alors on a déjà gagné pas mal. Quand on regarde depuis les années seulement 95 jusqu'à 2000, on a gagné environ 9 cm, presque 10 cm, on y est presque. On a une variation annuelle de 3,3 mm, ce qui fait qu'on a gagné environ, depuis le début du siècle, 20 cm. Alors 20 cm, 20 cm de hauteur d'eau, ça paraît rien, c'est pas rien du tout. 20 cm, c'est un facteur 100, donc vous faites 20 fois 100. D'accord? Donc vous avez perdu 20 mètres de côte globalement. Alors pas partout pareil, en plus c'est assez particulier. Ça dépend parce que la planète n'est pas égale, elle n'est pas parfaitement ronde, et à certains endroits vous avez un petit peu moins, d'autres endroits un petit peu plus, et puis ça dépend aussi de la manière dont est fait votre littoral, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, grosso modo, on recule le trait de côte d'environ 20 mètres. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est ce qui explique par exemple qu'à Cotonou, au Bénin, il a fallu, à un moment donné, déconstruire tout ce qui était sur le bord de mer, notamment des bidonvilles. Hein, les pauvres, ils s'installent là où ils peuvent. Conséquence, ça fait des centaines et des centaines de personnes par mois à déplacer pour arriver à un moment donné à un trait de côte de 20 mètres derrière, en étant sûr que les gens ne vont pas se faire envahir, inonder par la mer sur une tempête ou sur une marée un peu forte. Alors la banquise, c'est pareil, je reprends encore, là cette fois-ci c'est depuis 1980. Au départ, on avait plutôt tendance à gagner un petit peu de glace entre 1980 et on va dire aller un petit peu avant 2000. On a eu une petite quinzaine d'années où ça se passait plutôt pas trop mal. Et puis depuis, on est uniquement, tout le temps, depuis les années 2000, en train de perdre de la glace. Près de 26% de glace perdue ici pour l'année 2020. Donc 26%, c'est tout simplement énorme. 26% en seulement 20 années. Bon, c'est un quart de la glace mondiale qui disparaît. Alors pour le coup, on ne parle pas de mondial, excusez-moi, c'est la banquise de l'Arctique. Il se passe la même chose au Groenland. Le Groenland, c'est fini, on sait que quoi qu'il arrive maintenant, c'est de la fonte, mais ça ne s'arrêtera pas. Puisqu'on parle du Groenland, je vais vous passer ça, je vais arriver ici. Le Groenland en mars 2020, voilà ce qu'on pouvait voir, et on le voit de plus en plus désormais,
En fait, on a l'impression que ce sont des rivières comme ça à la place de la glace. Bah, c'est profondément ça qui se passe. On se retrouve avec, alors regardez, hein, c'est pas juste un petit peu d'eau à droite à gauche. On se retrouve avec des torrents d'eau. Alors j'ai vu une statistique l'autre jour, il faudrait vérifier. Ça se comptait en milliards de litres d'eau à la journée perdus en quelques jours. En quelques jours, ils ont perdu des milliards de litres d'eau. Je vais peut-être dire des bêtises, je me demande si c'était pas des milliards de tonnes. Enfin, ça m'a semblé tellement incroyable. Faudrait que je vérifie ou vérifiez vous de votre côté. Il y a eu quelques jours, alors c'était au mois de septembre je crois, où il y a eu ce phénomène-là. Et donc du coup, bah, alors là vous imaginez bien ce que ça veut dire. Hein. Le Groenland qui fond, les spécialistes estiment qu'il pourrait y avoir entre 3 et 4 mètres de plus d'élévation de la mer. Si on ajoute en plus la boucle de rétroaction positive qui est liée à l'effet albédo qui disparaît, vous savez que normalement tout est blanc ici, et bien quand la glace fond, elle est de moins en moins compacte, de moins en moins dense, et comme elle reçoit de plus en plus les poussières d'un petit peu partout, hein, poussières de pollution industrielle, poussières d'érosion, des montagnes tout simplement qui perdent du sable, de la terre, tout ce que vous voulez, qui viennent se déposer gentiment sur la glace. Là, au lieu d'avoir du blanc, vous avez des couleurs sombres, voire noires parfois, plus la couleur sombre ici de l'eau. Eh bien vous avez l'effet albédo qui disparaît. Autrement dit, l'albédo, vous savez, hein, c'est le blanc qui, pour le coup, permet de réfléchir la lumière. Plus c'est sombre, c'est l'inverse, plus on conserve la lumière. Donc, en fait, vous amplifiez le réchauffement climatique parce que vous réchauffez davantage à cause de cette annulation d'effet albédo. Si je continue, on vous met quelques petits scénarios pour long. Alors en 2100, ça ne se passera pas vraiment comme ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça donnerait. D'accord, c'était une association là, qui avait créé ces trucs-là. Alors c'était sur le scénario 4 degrés. On se disait, bah, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça. Alors en vrai, il ne se passera pas ça parce qu'ils ne vont pas se laisser faire, hein, forcément. Hein, à Londres, on va créer des infrastructures, on va déménager une partie de la population. Enfin, ça ne ressemblera plus du tout à ça. Là, en 2100, on sait qu'il y aura des choses qui se seront passées d'ici là. Hein. En tous les cas, la réalité, elle est bien présente. Ici, c'est l'ouragan Ida, on a déjà oublié, hein, mais c'était en septembre 2021. N'oubliez pas que le réchauffement climatique, c'est tout le temps. Et que c'est pas seulement en France qu'il faut regarder à droite, à gauche. Donc effectivement là on a un ouragan terrible à cette époque-là, il y a eu des dizaines de morts parce que les gens qui vivaient dans des appartements qui sont en dessous du rez-de-chaussée se sont retrouvés coincés. On est à New York, hein, on n'est pas au Pakistan pour le coup. Voilà ce que ça vous donne, hein. Là vous avez à Manhattan, Times Square, le métro envahi, inondé plutôt. Ça c'est éventuellement ce que l'on suppose pour les années à venir, si jamais ça continuait à monter. Là, vous avez le marais Poitevin. Ben, imaginez que le marais Poitevin, il serait quasiment sur la côte. Tout ce que vous avez en rouge, là, ça disparaîtrait. D'accord? Voilà, l'île de Ré, La Rochelle, on n'en parle plus. Bon, bref, on est sur quelque chose d'assez conséquent parce que tout simplement, on est au niveau de la mer ici. Donc la mer, ben, elle va aller gentiment coloniser les territoires. Et puis bah, ça c'est pour le cas du vin, donc tout ce qui est économie du vin on oublie, hein, les grands Bordeaux, etc. à la trappe. Les populations qui vivaient de ça bah, ne vivront plus de ça et surtout n'habiteront plus à cet endroit-là puisque on estime que voilà ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Alors les années à venir c'est 2100, hein, c'est pas tout de suite mais ça arrive vite quand même. Et puis ça c'est la réalité, on l'a déjà vu, d'accord? C'est la faute sur mer, vous vous souvenez, début des années 2000, hein, 2010 je crois la faute sur mer. Plusieurs dizaines de morts, ils ont été surpris, pourtant il y avait des digues, mal entretenues certes, mais on s'était dit, bon, allez, ça arrivera peut-être une fois, il y aura un peu d'eau, mais pas plus, bah, une grande marée, une tempête, et c'est terminé. D'accord? Plusieurs morts, des maisons foutues, il y a tout un aménagement à revoir, des personnes traînées en justice, bon, bref, une catastrophe sans nom, ça continuera ailleurs, même dans l'intérieur, avec des tempêtes ou avec ce que vous voulez. Mais quoi qu'il arrive, il y aura des catastrophes très rapides. Alors n'oubliez pas que la pénurie, l'instabilité, tout ça, hein, tout ce dont on est en train de parler, qui sont des choses pas très roses, avant tout c'est la guerre entre les nations. Hein. D'accord? On n'est pas à céder perpétuellement. On peut s'entraider entre voisins, on peut s'entraider entre communautés. On va céder, j'espère en tous les cas, dans la ville, ici, à la Barthe ou autre. Au niveau international, c'est la guerre. La guerre en Ukraine, il ne faut pas oublier que Poutine il ne va pas que pour des raisons idéologiques, du genre l'Ukraine m'appartient ou a toujours été russe ou des choses comme ça. À la limite, ça il s'en cogne probablement, mais il lui faut un prétexte. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est les ressources de ce pays, les terres de ce pays, l'agrandissement de son pays de manière à avoir davantage de potentiel pour l'avenir, pour préparer l'avenir.